Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Attends. Je me suis habillé pour eux. C'est bon, on est en ligne. Bon, on éclate de rire parce que Mahrez Rabia est rentré avec une ceinture à la place de la cravate, échappant à une séance de sadomaso de laquelle il ne peut pas parler ici. Marhaba bik. Très content. Je dois dire à nos amis auditeurs que je t'ai invité à ce café presse politique très très tardivement et tu nous as fait l'amitié de venir sauver mon dernier CPP. C'est le dernier que je vais présenter sans présentateur attitré. Sans présentateur attitré. Je continue, donc, puisque j'ai commencé, je continue avec notre autre invité. Alors très content d'accueillir Yazid Rebouh, ancien directeur du protocole de la campagne électorale de Ali Rderi. On va parler du sort d'Ali Rderi. Karim Kebir, merci beaucoup de m'avoir fait l'amitié de venir à ce CPP spécial. Alors, pour rester sur les journalistes de terrain, c'est le cas de Rabia, de Mahrez. Zoher Aberkan nous accompagne aussi dans ce café presse politique parce qu'on va essayer d'analyser ce qui s'est passé ces derniers jours dans la rue avec le retour du Hirak. Merci d'avoir été avec nous tout ce temps-là, Zoher, et d'avoir été le gardien du temple pendant toute cette période. C'est le 44e CPP que je présente sans son présentateur attitré, Khaled Rani, qui passe ce soir, comme vous le savez tous, sa 6e nuit de liberté, la liberté qu'il a obtenue grâce à la mobilisation générale. Il y a aucun doute là-dessus, il faudrait bien que les choses soient claires. Notre collègue, notre confrère a bénéficié d'un large mouvement de soutien qui a apporté ses fruits pour lui, pour les autres détenus. Le Hirak n'a pas abandonné ses otages, c'était des otages politiques, mais peut-être qu'il n'a pas fini de devoir se mobiliser pour libérer tout le monde. Nous en parlerons dans ce numéro du Café Presse Politique. Que vous auriez peut-être souhaité voir présenté par son présentateur attitré, Khaled Rani, qui ça fait que 6 nuits, il est sorti, on s'est mis d'accord pour qu'il reste ouvert, qu'il continue de recevoir les gestes d'amitié et toutes les visites qui le concernent depuis le premier jour. Nous avons eu le grand plaisir de l'accueillir ici à Radio M, 48 heures après sa sortie. Khaled Rani qui devrait être avec nous aujourd'hui pour saluer le public de Radio M. Khaled, tu es avec nous ? Mazal. Allô? D'accord. On va avancer? D'accord. Ça s'est coupé. Alors, je disais donc semaine particulière, on l'a présenté. On présentait la semaine comme cela. Le jeudi dernier, on avait retardé le café presse politique en prévision du discours présidentiel pour essayer d'avoir des éléments de ce discours. On les avait en réalité et nous avons fait une analyse quasiment en parallèle, alors même que les termes de langage n'étaient pas encore donnés de ce discours. Donc nouvelle séquence peut-être avec les 3 décisions qu'avait prises Abdelmadjid Tebboune, élargissement des détenus, pas tous, on va en parler, dissolution de l'Assemblée pour pouvoir engager un remaniement, une élection législative anticipée, et puis remaniement qui avait été annoncé un peu avec grande pompe et dont on sait qu'il a fait un peu pchit à la fin du cycle, au-delà des 48 heures qui avaient été prévues. Alors, c'était le début de la séquence. La suite, ça a été une petite vague de libération. On fera le point là-dessus. Et puis, surtout, le rendez-vous du 22 avec le retour des manifestations populaires à travers l'Algérie et notamment à Alger. Est-ce que nous sommes au début d'une nouvelle séquence politique qui est différente de la précédente? C'est un peu de cette question que nous allons essayer de traiter tout au long de cette heure du Café Presse Politique. Sommes-nous au début d'une autre séquence? Est-ce qu'il y a une inflexion? Et vers où cela va nous emmener? J'avoue que nous, au Café Presse Politique, on préfère
traiter des nouveautés que de traiter d'une actualité qui ne change pas. C'est toujours beaucoup plus compliqué. Alors, ce qui pourrait nous empêcher de penser qu'il y a une nouvelle séquence politique qui a démarré avec le discours d'Abdelmadjid Tebboune, c'est quand même le fait que l'une de ces mesures, celle des élargissements et des libérations, n'a pas donné des résultats complets tels qu'on les attendait. Tout le monde n'a pas été libéré. Yassine Mebarki n'a pas été libéré, Khenchla, détenu d'abord condamné à 10 ans puis à une année de prison ferme pour une série d'accusations et de chefs d'accusation aussi farfelus les uns que les autres. Toufiq Hassani, le policier hirakiste qui est toujours maintenu en prison. Mouhad Gasmi, le militant anti-gaz de schiste qui est toujours maintenu à Adrar. Et il y en a plein d'autres. Le CNDT, on les invitera dans le courant des prochains jours. Notamment l'IRDELI. Et à l'IRDELI, parce que je l'ai laissé, à l'IRDELI, parce qu'on va en parler avec, son ancien président, son ancien directeur de protocole, qui est aujourd'hui avec nous, Yazid Rebouh. Eh ben, on va en parler tout de suite. Est-ce que c'est de nature à considérer que, en fait, il n'y a pas d'accord, il y a au niveau politique, on ne s'est pas mis d'accord sur jusqu'où devaient aller ces mesures d'élargissement. Nous, quand on a vu Khaled Rani, évidemment, ça va de soi, mais aussi Rachid Nekaz et d'autres sortir, on s'est dit que l'IRDELI serait concerné aussi par cette mesure. Parce que les choses soient claires, hein, ça n'engage pas Radio M, ça m'engage moi. l'IRDELI est un prisonnier d'opinion. Pour moi, c'est quelqu'un qui était candidat à la présidentielle, qui portait une vision qu'on peut partager ou ne pas partager. Pour moi, c'est l'incarnation d'un courant. Moi, on peut avoir son point de vue là-dessus, mais il a été arrêté à la période d'Ahmed Gaïd Saleh, et clairement, c'était un règlement de compte. On pensait pouvoir en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé, Yazid Rebouh, pour que je puisse cesser de parler? J'ai parlé trop longuement. Ce qui s'est passé depuis 21 mois, donc on est consterné ce 21 février, donc il y a eu à la cour d'Alger, donc le verdict qui est tombé, donc on était consterné. Je voudrais tout simplement dire avant... On peut le rappeler, le verdict, hein. Oui. Le verdict, c'est qu'ils ont renvoyé le dossier avec refus de liberté provisoire, ce qu'il faut très bien le souligner, à la chambre criminelle. C'est-à-dire, le cas s'est aggravé davantage. Maintenant, je voudrais revenir un tout petit peu sur le dossier de M. Al-Irdili. M. Al-Irdili, il a un dossier aussi blanc que cette feuille. M. Al-Irdili n'a rien dans son dossier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les avocats. Le collectif d'avocats qui est constitué d'au moins 15 avocats vous diront que M. Al-Irdili n'a rien dans son dossier. Pourquoi est-ce qu'on ne relâche pas M. Al-Irdili? C'est le grand point d'interrogation. Le citoyen lambda se demande, tout le monde se demande, y compris sa famille bien entendu, nous, ses soutiens, on se demande pourquoi on ne le relâche pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier-là? Qui c'est qui n'ose pas, ou plutôt qui c'est qui bloque la situation? On voudrait bien le savoir. Maintenant, après avoir passé 21 mois, ce citoyen algérien va se demander aussi, est-ce que M. Al-Irdili est algérien? On se pose la question. Il a le droit à un procès comme tout un chacun. Il est justiciable. Il doit être justiciable. Je ne comprends pas pourquoi M. Al-Irdili n'a pas le droit à un procès. On peut expliquer aussi à nos amis auditeurs qu'il n'a pas eu droit au procès parce qu'il a sa défense a contesté qu'il soit renvoyé devant la cour criminelle. Mais oui, avant qu'il ne soit... Il aurait laissé faire. Et je crois qu'il y a un ou deux avocats qui lui ont conseillé de ne pas intercéder en pouvoir de cassation pour ne pas laisser l'affaire traîner trop longtemps, partant de l'idée que Nakhish a été jugé devant une cour criminelle par un jury populaire. Nous sommes d'accord. Il y avait l'idée de ne pas dramatiser le fait de passer devant une cour criminelle. Avant tout ça, il s'est passé 17 mois. M. Al-Irdili est passé, il a fait appel après 17 mois. En 17 mois, on n'a pas pu le juger. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde. J'ai eu des centaines d'appels me demandant qu'est-ce qu'il a fait, M. Al-Irdili. Et justement, qu'est-ce qu'il a fait, M. Al-Irdili? On voudrait bien qu'on nous l'explique. Si ce monsieur-là, il n'a rien fait, on prétend qu'il a écrit un article le 25, tenez-vous bien, il a écrit un article le 25 décembre 2018, en parlant de l'armée et du feu Gaïd Saleh, enfin de l'ex-chef d'état-major. Cet article, il est sur El Watan. Et 7 mois après, on l'emmène en prison. Pourquoi on ne l'a pas amené 3 jours après, 5 jours après, une semaine après? Qu'est-ce qui se passe? Et pour ça, soi-disant, il a porté atteinte au moral de l'armée. C'est quand même inconcevable et c'est inacceptable. C'est de manquer, c'est de l'ordre de l'arbitraire, tout ça. Je suis hors de moi et consterné à la fois, et je ne sais pas, sincèrement, on ne sait pas à quel Dieu se vouer dans cette histoire-là. Ben, écoutez, les mesures de M. Tebboune, elles sont les bienvenues. Mais à mon sens, c'est des demi-mesures.
C'est pas la grosse artillerie qu'il a sorti, M. Tebboune. Il nous a sorti entre parenthèses, quelques petites mesures. On a libéré... Je suis content pour Al-Drarni et pour les autres qui sont sortis. D'ailleurs, vendredi, avec les gens de Radio M, on a passé toute la journée à Koléa en espérant qu'il aille sortir. Zohair était avec nous. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On ne comprend pas. On ne comprend pas. Pourquoi on ne libère pas M. Lerdiri? Et par ce billet-là, je te remercie de m'avoir invité. Je demande une audience à M. Tebboune. Peut-être qu'on ne lui a pas expliqué les choses. Peut-être que le dossier qu'on a transmis à M. Tebboune concernant M. Lerdiri c'est pas la bonne version. Donc, j'appelle à ce que M. Tebboune me reçoive pour que je lui explique le dossier de M. Lerdiri qui ne contient absolument rien. C'est ça le problème. Peut-être que ce n'est pas la volonté d'Al-Lerdiri. Lerdiri ne souhaite pas être gracié par Abdelmajid Tebboune. Écoutez, loin de là, M. Il veut être... Non, M. Lerdiri, on ne lui a rien proposé. D'ailleurs, la liberté provisoire lui a été refusée le 21. Il y a 3 jours, la liberté provisoire qu'on a demandé, enfin que les avocats ont demandé, lui a été refusée. Pourquoi refuserait-il d'être gracié ou de sortir dans le cadre d'une liberté provisoire comme Khaldrani, comme Nekaz et tout ça? Pourquoi il aurait aimé continuer à avoir un procès comme tout le monde et rentrer chez lui. Ça fait 21 mois qu'il n'est pas rentré chez lui. Et tenez-vous bien, monsieur Hussein, c'est que j'espère qu'on aura... son dossier passera le mois de mars. Dans la session du mois de mars, la session criminelle, il y en a 2 par année. Et qu'on n'ira pas jusqu'au mois de septembre. Vous imaginez qu'il ira jusqu'au mois de septembre, ça fera 26 ou 27 mois pour rien du tout. C'est de l'injustice. Et encore une fois, je me permets d'insister, c'est de l'ordre de l'arbitraire. Je me permets encore d'insister. Je demande est-ce que M. Tebboune me reçoive ou M. Tebboune se prononce sur ce dossier-là. La question, est-ce que M. Lerdiri est algérien? Est-ce que M. Lerdiri a servi l'État algérien? Oui. C'est très clair. Oui, Khaldrani, marhaba bik. Bonjour à tous, merci. Tu imagines qu'on est particulièrement heureux d'entendre ta voix dans le café presse politique. Alors, je débute par ce que vient de dire Yazid Rebouh. Je sais que tu es très sensible à la situation des détenus. Tu as répété sur tous les plateaux et dans toutes tes interventions que tu te sentirais complètement libre qu'une fois que tous les détenus seraient sortis. Et encore, il reste le chantier des libertés des Algériens et de la liberté de la presse. Sur le cas de Al-Irdiri, des journalistes t'ont posé la question si tu savais, il était à Koléa comme toi, si tu savais quelle était sa situation, où est-ce qu'il en était, etc. Je te repose la question quand même. Oui, je suis triste quand j'entends M. Rebouh parler, parce que je considère aussi que s'il y a encore un seul détenu en prison, eh bien, nous sommes tous encore en prison. Et pour moi, c'est le cas pour M. Ardiri, et c'est le cas pour tous les autres aussi, pour le détenu d'Adrar, pour Mebarki, etc. Moi, je n'ai jamais rencontré Ali Ardiri à la prison de Koléa. Je l'ai vu avant, lorsque je l'avais interviewé pendant la campagne pour l'élection présidentielle. Je me rappelle. Je ne l'ai pas vu à Koléa parce que nous étions séparés et que nous n'avions pas les mêmes horaires d'avocats. Nous avions une avocate en commun, Maître Aouisha Barti. On se saluait toujours par avocate interposée. Elle venait me voir de 11h à midi, puis elle le voyait lui de midi jusqu'à 13h, et je demandais toujours de ses nouvelles, et j'espère qu'il sera libéré, j'espère que Yassine Mebarki sera libéré, j'espère que Toufiq Hassani, avec qui j'ai passé 3 jours au commissariat de Cavenia, qui est un policier courageux, sera libéré, et nous serons libres lorsqu'ils seront eux tous libres. Khaldrani, on sait que tu as envoyé un message à tout le monde en disant que ton projet principal était de reprendre tes activités de journaliste, le métier que tu adores faire et que tu sais très bien faire. Avec Casbah Tribune que tu diriges et que tu as fondé, c'est déjà, j'imagine, le cas. Les correspondances avec TV5 Monde. Le public de Radio M attend ton retour sur le café presse politique, et moi aussi je l'attends, ce retour sur le café presse politique. On peut en dire un mot, c'est le 44e que j'assure en ton absence. Il y en a quelques-uns qui ont été assurés par d'autres personnes, je donne pas toute la liste. Hein. Il y a même Zohair Abrka, notre ami, qui en a fait un. Hein. Voilà. Oui, c'est pour ça que je dois revenir à la rescousse, parce que j'ai appris que même Zohair avait présenté le café presse politique, mais il a fait brillamment. Tu sais très bien, Hussein, que j'aurais voulu et pu reprendre la présentation du CPP aujourd'hui, mais tu sais quelle est la pire punition pour un journaliste? C'est d'être coupé du monde et de l'information pendant 11 mois. Pendant 11 mois, à la prison de Koléa, nous n'avions pas de journaux à cause du coronavirus.
Donc notre seule source d'information, c'était le journal de 20h de l'ENTV. Plus, Il faut non seulement que je m'imprègne, mais que j'enlève ce formatage ou ce presque formatage qui a duré pendant 11 mois. Et donc j'aurai le plaisir, l'immense plaisir et l'immense honneur de vous retrouver à partir de la semaine prochaine. c'est sûr? Oui, bien sûr. D'accord. Tu n'avais pas une autre source d'information en prison, Rachid Nekaz, non? Oui, Rachid Nekez était une source d'information. C'était un compagnon de quartier et de boxe depuis le début du mois d'août. Je le connaissais depuis 2014 parce que j'avais interviewé lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle. Son transfert à l'Abd Sédéchir m'avait beaucoup attristé. Je suis très heureux qu'il ait été relâché en même temps que moi. Et je sais pas si tu as eu le temps de t'en informer, mais le format et le concept du Café Presse Politique a beaucoup évolué. Non pas parce que tu étais absent, mais parce qu'il y avait le Covid. Et donc aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes 5 dans le studio, moi et 4 invités. Mais la formule habituelle, c'est plutôt 2 ou 3 invités maximum, plus quelqu'un au téléphone. Et surtout, enfin ça c'est le premier changement. Le deuxième, c'est qu'on a quasi systématiquement maintenant plus d'acteurs de la société civile ou d'acteurs politiques et moins de journalistes. Les journalistes se font une denrée rare, je ne sais pas pourquoi, mais on a du mal à les avoir. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, on en a 3, mais le Café Presse Politique a beaucoup changé. Hein. Ah, vous aussi, Hassan Rabi, vous vous intéressez beaucoup maintenant à la société civile. Oui, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose de parler de la société civile et de la faire participer. Je suis content qu'il ait eu ces changements. J'espère qu'ils vont dans le bon sens. Parce que le CPP a une particularité très importante qu'aucune autre émission de votre chaîne ne peut avoir. J'espère que les concernés vont me comprendre, sans vouloir être taquiné. Je parle de Linda Abou, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et j'ai reçu beaucoup de ces messages de soutien à la prison de Koléa. Donc je suis très heureux de revenir et de vous retrouver à partir de mercredi prochain. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Khaled. Merci de nous avoir accompagnés au début de ce Café Presse Politique. Donc, mercredi prochain, Inch'Allah, Khaled Drani reprendra sa place ici. Peut-être dans un autre décor, d'ailleurs. On tentera tout pour que ce soit le cas. Marhaba Bik, et encore une fois, très heureux de t'avoir à nouveau avec nous. Merci. Une audience demandée à Abdelmajid Tebboune. Je ne sais pas comment vous réagissez. Est-ce que vous pensez que... Alors déjà, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça bloque, selon votre ressenti? Est-ce que c'est Tabeza Melfort, comme on le dit chez nous? Est-ce que c'est un bug au niveau de l'appareil administratif? Pourquoi Ali Rdili est en train de devenir un paria? Bon, on peut rappeler qu'aussi, on rappelle à nouveau que Yassine Membar qui est toujours en prison, que Tofik Hassani, que Mouad Gasmi et d'autres Hirakis, mais dans son cas précis. Votre ressenti? Je ne sais pas si... Oui, allez-y, bien sûr. Je pense qu'on n'est pas encore sorti du schéma qui a prévalu pendant, la veille soi-disant de l'élection présidentielle. Donc, Rdiri s'était présenté comme quelqu'un qui se présentait contre le système. Donc, même si pour ses contempteurs, en tout cas ses adversaires, les gens qui l'ont critiqué, ils ont relevé que c'est un gars qui est issu du système, donc c'est un militaire en retraite et tout ça. Mais en tout cas, dans son discours, dans le programme qu'il allait présenter, c'est quelqu'un qui s'est présenté foncièrement contre le système. Donc, dans l'esprit, peut-être, je le dis, ça reste du domaine de lecture, aux yeux d'un certain clan, parce que quoi qu'on en dise, on n'est pas encore tout à fait sorti des problèmes internes au régime qui se répercutent un peu sur le fonctionnement institutionnel et sur la situation générale du pays. Donc on est toujours dans le même schéma, c'est quelqu'un qui, peut-être pour un certain clan, il peut constituer une alternative, parce qu'il porte tout de même une vision franchement opposée à ce système, même si par ailleurs, je le dis, je le répète, que pour d'autres aussi, c'est quelqu'un qui est issu du système. Mais pour un certain clan, je considère que Rdiri est perçu comme étant un redoutable adversaire. Alors, le redoutable adversaire, Rdiri, ça pourrait en être un pour les solutions, on va dire, de compromis. Ça peut s'envisager, effectivement. On en dira peut-être un mot un peu plus tard. Mais l'adversaire numéro 1, tout de même, du système, c'est le mouvement populaire. Et le mouvement populaire est revenu, il est revenu un jour de semaine, évidemment pour l'occasion du 2e anniversaire. Comment Mahal Zarabia et Zoher Aberkan, vous qui avez battu le pavé, déjà vendredi à Koléa où il y avait un ersatz de Hirak autour de l'attente pour la sortie des détenus,
une ambiance qui nous rappelait celle des marches. Puis ensuite, le lundi 22, dans les rues d'Alger, comment vous avez retrouvé votre Hirak? Droit d'aînesse. Moi, je voudrais d'abord rapidement revenir sur la question qu'a soulevée notre ami. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les détenus d'opinion ou détenus politiques, moi je dirais pour Ali Rdiri que c'est un détenu politique d'abord, parce que dans la définition, et c'est pas, ça ne diminue en rien, hein, détenu politique, c'est aussi honorable que... Détenu politique. Voilà. Ouais. Il faut comprendre qu'ils sont surtout des otages et donc et les pièces d'un échiquier, sur un... Une monnaie d'échange. Voilà, une monnaie d'échange, donc dans une partie d'échecs. Et puis là, il va falloir, comme on a pressenti le retour du Hirak, avec les mesures Khaled Dararni et tous les graciers, donc les 30 graciers plus d'autres mesures, c'était pour juguler un Hirak qui était inévitable. Parce que je ne pense pas que ce régime ne sache pas que le Hirak allait revenir. Il a ses renseignements, ses réseaux, etc. Donc il le savait pertinemment. Et il savait qu'il allait revenir en force. Ça, d'ailleurs, pour les observateurs, c'était clair. Il n'y avait pas de résistance cette fois-ci. On a eu, pendant la pandémie, des tentatives de retour du Hirak. Le 19 juin, le 21 août. Mais ça a toujours été... il y avait des résistances, des médecins, des politiques. Même Tabou, je me souviens, le 19 juin, il avait appelé les gens à ne pas sortir parce qu'il y avait la pandémie, etc. Là, aujourd'hui... Tabou, il était encore en prison. En prison, il avait lancé un appel. Quand la première fois, il avait lancé un appel de la prison pour dire... Voilà. Et cette fois-ci, non. Cette fois-ci, les gens... Moi, je me souviens qu'il y avait même ici, quand j'ai animé, il y avait Maître Boul qui avait dit, bon, c'est vrai, nous avons la pandémie, mais nous avons aussi un avenir, l'avenir d'un pays. Donc, tout se jouait. Et c'est ça qui a fait consensus aujourd'hui. C'est surtout cette urgence par rapport à ce qui se passe en Algérie, par rapport à cette crise qui dure depuis mars. Un an. Donc il y a tout ça. Alors les détenus, maintenant on parle, il ne faut pas s'étonner que passe 20e mois. Il y a d'autres détenus. Moi je peux citer par exemple des détenus, et ça c'est une marque de fabrique de cette justice, de maintenir les gens en prison. Par exemple, il y a ceux qui ne sont pas détenus d'opinion parce qu'on ne leur a pas donné, mais je considère qu'ils sont détenus du Hirak parce qu'ils ont été interpellés pendant le Hirak. À la fin des marches du Hirak, c'est des détenus du 1er mars. Et il y en a quand même un sacré paquet qui, jusqu'à ce jour, sont toujours en mandat de dépôt. Il y a ceux du 1er mars et ceux du 12 avril. 2020. 2019. 1er mars 2019. Ceux qui avaient été qualifiés de détenus, mais ceux qu'on avait appelé les casseurs aussi. Voilà, que dans ces cas-là, il y en avait quelques-uns qui étaient juste de passage. Alors que beaucoup de gens, jusqu'à présent, moi j'ai discuté avec beaucoup d'avocats, il semblerait qu'il n'y a pas de preuves. C'est-à-dire on peut peut-être, mais les preuves n'existent pas. Ça, pour rappeler que cette justice a quand même ce fichu caractère de maintenir les gens et de les oublier, pratiquement c'est des oubliettes, donc c'est sa marque de fabrique. Je peux aussi citer un autre détenu dont on ne parle pas, et qui a fait aussi les frais d'une campagne que j'estime odieuse à l'époque, c'était dans la fameuse histoire de Benflis, l'espion de Benflis, Salah Bekka, qui croupit encore en prison depuis décembre 2019. Donc il est à Koléa aussi. Personne n'en parle, depuis cette affaire. Donc j'ai parcouru un peu les articles à l'époque, TSA, Al-Watan, etc. Et puis on l'a oublié. Et son dossier est oublié. Donc là, il ne faut pas s'étonner. Maintenant, la démarche, demander audience, ça c'est... Les gens sont... Le comité de soutien est libre de le faire, ça c'est... Mais je doute que ça puisse porter quelques fruits, parce que c'est des gens qui sont au courant, qui savent absolument, ou à la limite, qui savent ce qu'on veut bien leur faire parvenir. Donc... c'est comme dans le cas de Khaled, puisqu'on disait que peut-être que Tebboune a été mal conseillé, il a été mal conseillé dans le cas de Khaled, mais n'empêche qu'il a pris fait cause pour il a assumé cette accusation, et ça a pesé dans son...
moi, je reste optimiste pour Rdiri. Je me dis qu'il y a un moment où il faudra le libérer parce que ça va être ça va être un boulet pour ce régime. Donc, il faut qu'il le libère. Et adversaire politique, mais aussi peut-être, j'ose peut-être aussi une alternative. Il peut être aussi une alternative. Voilà, qu'un clan pourrait aussi... Alors, Mahrez, il n'a pas répondu à la question. Ouais, j'avais compris. Tu peux répondre à ma question. Ouais, C'était intéressant. Je ne vais pas monopoliser, je peux revenir. Non, mais je voudrais... sur le cas Rdiri, c'est particulier parce que c'est... Effectivement, d'abord, je suis agréablement surpris de vous avoir ici aujourd'hui parce que j'avais reçu déjà des appels téléphoniques aujourd'hui au sujet de Rdiri. Alors, avec une interrogation, pourquoi on ne parle pas de Rdiri? Alors, sur le cas monnaie d'échange, je ne suis pas complètement d'accord. Parce que il faut savoir une chose, il faut distinguer les catégories de prisonniers qu'il y a eu pendant ce Hirak, depuis le Hirak, depuis le 16 février 1922 et ce qui va avec. Il y a eu 3 catégories complètement différentes. Il y a eu les anonymes, c'était les détenus du drapeau, détenus d'opinion, ils étaient faciles à classer de toute manière. On savait très bien que c'était l'ordre d'essayer de créer une forme de séparatisme dans la société. Donc on a attrapé des gens avec des drapeaux, quelquefois certains qui n'étaient même pas kabyles et on se posait la question. Et puis il y avait 2 catégories de prisonniers politiques. Vous aviez ceux qui étaient dans l'opposition, qu'il était facile de défendre à ce moment-là. Quand vous dites Tabou, vous dites Boumala, vous dites Blarbi, vous dites un certain nombre de personnalités, il était facile de les défendre et d'adhérer à la cause. Et puis il y avait ceux qui sont aussi des détenus politiques, mais qui eux ne font pas partie du même clan, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été dans une opposition depuis leur naissance politique ou même depuis peut-être un changement d'une dizaine d'années ou autre. Vous avez Rdiri, le problème autour, c'est qu'il y a une opacité autour de Rdiri au sens communication. Alors, je vais vous donner un exemple qui est flagrant. On s'est fait tous berner. Jusque-là, il est d'accord, mais prudemment. Non, sur ce mais je vais vous argumenter pourquoi. Parce que, regardez, on s'est fait berner tous comme on est en 2020, c'était 2019 ou 2019, par un monsieur qui est venu dans la rue, qu'on a rencontré et qu'on a tous interviewé. Le papa. Le fameux papa qui n'était pas son père. On va dire que c'était son père spirituel. Son père spirituel, je vais vous dire, le problème dans tout ça, c'est pas... non, mais pourquoi je parle de ce cas-là? C'est pas son père, on est bien d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que c'est pas son père. On l'avait interviewé un vendredi, dans la rue. Il disait, je suis le père de Rdiri. Et encore... Il portait même une pancarte. Exact. Libérez mon fils. Libérez mon fils. Et en s'approchant de ce monsieur, je n'étais pas le seul, nous étions une dizaine de journalistes, en s'approchant de ce monsieur, on posait la question, on disait, êtes-vous... Moi, personnellement, je l'ai dit, je l'ai dans l'enregistrement. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous avancez? Il dit, oui, je suis le père de Rdiri, j'ai pris le bus, je suis venu. Ça pouvait coller. Là où on était sûr de notre information, c'est que le lendemain, ce même monsieur était dans votre siège, dans le fameux... dans votre QG de campagne, ou je ne sais pas comment on l'appelle... Il y était, et des journalistes l'ont filmé là-bas, donc ça ne pouvait que corréler le fait qu'il ait dit que... Tout à fait. Pourquoi je vous parle de cet exemple-là? C'est-à-dire que sur le cas Rdiri... Ça a contribué un peu à l'opacité dont vous... Non, c'est la non-réaction de la partie des soutiens de Rdiri qui n'ont... Moi, je peux vous dire que j'ai appris récemment que c'était pas son vrai père. Qui a fait qu'on se rend compte qu'il y a sûrement un soutien indéfectible envers Rdiri, mais il y a une communication qui est complètement absente autour de Rdiri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez parler de Rdiri sur votre page Facebook ou dans votre média, je finirai très rapidement, il est très difficile d'en parler aujourd'hui parce qu'on est encore dans le « est-ce que Rdiri faisait partie du système? Est-ce que Rdiri était un opposant nouveau au système? Est-ce que c'était un cas de vengeance et de vengeance, je pense, et de représailles du clan d'Ahmed Gaïd Salah ?» Un certain nombre d'éléments qui font que pour que vous ayez le soutien, parce que quand tu dis monnaie d'échange, je suis désolé de vous le dire, même si j'ai du respect pour Rdiri, et je ne suis ni juge, ni habilité à dire qu'est-ce qu'a fait Rdiri, qui est Rdiri. Je ne sais même pas qui est réellement Rdiri en tant que journaliste. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une réelle cohésion de la population, il n'y a pas une réelle mobilisation de la population parce qu'on ne sait pas qui est Rdiri. Parce que quand les Tabous, les Boumala, les Bourgara, quand ils avaient tout leur soutien qui sortait de leur silence,
qui racontait les choses avec passion, avec cœur. Parce que ce Hirak, c'est une histoire de cœur et de passion. On peut ajouter, pour ne pas rester trop longtemps sur le cas Arderi, que même le réseau des avocats n'était pas le même que celui des hirakistes. Voilà. Et donc les méthodes de défense aussi n'étaient pas celles adoptées par... Mais bon, cela n'excuse pas le fait que... Non, cela n'excuse pas qu'ils soient emprisonnés. Moi, bien sûr. Il faut rappeler une chose qui a beaucoup nuit à Arderi. Je vais le dire rapidement. C'est son grade. C'est le fait d'avoir été général à une époque. Et surtout d'avoir appartenu donc à l'institution militaire. C'est surtout ça. Maintenant, il y a une erreur qui a été commise, que j'estime... Moi, j'ai parlé que du soutien. Oui, bien sûr. J'ai parlé de la raison pour laquelle on n'a pas réellement... Non, je vais revenir. Il y a une erreur qui a été commise par Arderi et ceux qui l'ont conseillé. C'était quand a commencé le Hirak, Arderi aurait dû rompre avec sa dynamique d'aller vers des élections participationnistes. Voilà, il aurait dû le faire, il ne l'a pas fait. D'ailleurs, le 15 mars, il a été place Audin, hué donc par les gens. J'étais présent. Parce qu'il n'avait pas retiré sa candidature. Voilà, et spontanément, c'était pas un truc qui était, c'était des gens, c'est Arderi, voilà. Ma prêche candidature. Et on peut relever au passage que par contre, quand on arrive en politique, il faut un certain temps pour consolider, et Dieu merci, c'est comme ça que c'est fait. Il faut avoir un réseau de militants fiables sur lesquels on peut construire, etc. Président de campagne, directeur de campagne de Arderi qui se retrouve ministre, il n'est plus depuis 48 heures, c'est une grosse défection. Directeur de la communication, Ahmed El-Ayashi, qui est conseiller aujourd'hui de la ministre de la Culture. Là aussi, il y a erreur de casting. Il y en a qui se sont retirés, qui ont été... Moukran, dont on a épinglé un peu le... Voilà, il a quitté, mais pas pour aller dans le système. Là, c'est autre chose. Mais c'est aussi quelqu'un qui n'a pas continué. Zoubida Assoul, qui a tout de suite rejoint le Hirak, parce qu'elle considère que c'est là que ça se passait, et ça s'est fait en ordre dispersé. Donc, voilà, toutes les faiblesses d'un prototype d'entrée en politique qui n'est pas affûté, qui fait que ça a donné tout ça. Alors, évidemment, la nouvelle donne, c'est qu'aujourd'hui, il y a les marches qui se sont remises en route. Les mots d'ordre, la population, la sociologie de ce Hirak, est-ce que vous avez trouvé, Karim par exemple, tu as trouvé que c'était tout à fait semblable, ou est-ce que, parce que moi avec les premières vidéos de la mi-journée, il y avait plein de gens qui disaient où sont les femmes, exemple. Moi honnêtement, j'étais bluffé d'abord par une chose, c'est le fait que tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, ce qu'on a dit comme les schismes qui sont apparus au sein du Hirak, les divergences idéologiques, les fausses polémiques, même il y avait même des discours de la haine et tout. Finalement, la réalité, c'était tout autre. Moi, c'est un continuum plutôt que j'ai vu. C'est pas tout à fait quelque chose de nouveau. Et encore, ce qui m'a étonné, c'est le fait que il est resté foncièrement politique. C'est-à-dire, les revendications restent les mêmes. Et tout le monde l'a résumé à travers le fameux slogan « On n'est pas venu pour faire la fête, mais plutôt que vous dégagiez ». Donc c'est résumé en une phrase. Comme quoi, les conditions qui ont fait sortir le peuple le 22, les mêmes conditions sont toujours en place. C'est que toutes les manœuvres qui ont été faites par le pouvoir, toutes les mesures, tout ce qu'il a entrepris, en tout cas jusqu'ici, n'ont pas dissuadé les Algériens. Et il y a un truc qui me semble quand même c'est une donne qu'il faut prendre en considération, c'est que les Algériens ne sont pas encore sortis de cette hantise de la crise sanitaire. C'est-à-dire, elle est encore diversement appréciée. C'est ce qui justifie, de mon point de vue, peut-être le fait qu'il n'y avait pas énormément de monde. C'est parce qu'encore, il y a des réticences par rapport à cette situation. La crise sanitaire, pas la répression aussi, la répression. Si tu permets, moi, ma première remarque, d'abord, c'est un Hirak, c'est une reprise. Et généralement, les reprises, que ce soit en sport, en foot, même un démarrage, c'est plutôt un démarrage en côte, voilà, pour le Hirak. Et donc là, c'était surtout comment faire bouger donc ce mastodonte populaire dans le... Alors, on n'a pas vu, par exemple, de pancartes élaborées, comme ça a été le cas, par exemple, dans les vendredis
Ça, on ne l'a pas vu. Les rares pancartes étaient faites de façon sommairement dessinées pratiquement. Les slogans, on a repris ce qu'on avait sous la main. Donc, il n'y avait pas eu le temps de concocter, par exemple, puisqu'on a réécouté les anciens slogans. Donc, c'est un peu une rediff. Mais le point le plus important, c'est que les gens ont bravé la peur. Parce qu'il y avait quand même, le matin, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une répression. La première marche qui a démarré au Hamma a été réprimée, et donc une dizaine à peu près d'interpellations sur place. Toute la journée, Hassib, des douches, etc., c'était des contrôles systématiques, sacs, fouilles, etc. Donc tout ça mettait... Et puis, c'était un jour de semaine. C'est-à-dire que beaucoup de gens étaient au travail. Donc, même si on n'a pas vu beaucoup de femmes, mais il y en a eu. Moi, j'en ai vu moins que les vendredis, parce que les vendredis, on se prépare, on vient en famille, etc. Mais c'est quand même, j'estime que c'est positif pour une reprise. Maintenant, là où on va véritablement commencer à jauger ce retour, c'est ce vendredi. Il y a eu un point positif aussi, c'est le mardi. Les étudiants qui ont quand même eu cette audace une trentaine d'étudiants qui ont mobilisé une armada de policiers. C'était une image forte. Comment une trentaine ont pu, pendant des heures, mobiliser donc et tout ça, c'est des éléments qui, à mon avis, s'ils doivent renseigner sur une chose, c'est l'inéluctabilité de ce retour. C'est-à-dire que le Hirak est décidé à revenir. Et je crois on a eu quand même un analyste, un sociologue, Nordin Belkis, je crois, docteur Belkis, qui a dans son style très particulier, laissé entendre que c'était l'enthousiasme et voilà, lié au deuxième anniversaire, mais que c'était par contre pas certain que le Hirak puisse se poursuivre. Alors, de ce que tu as vu, par exemple, de ce que vous avez vu, Yazid est-ce que vous pensez réellement que c'est le début, ou est-ce que c'est plutôt la commémoration? Oui, je respecte la règle d'or, le droit d'aînesse. Non, moi je voudrais dire 2-3 petites choses concernant la reprise du Hirak. Tout d'abord, les mesures qui ont été prises par le président de la République. Pour moi, elles sont venues en retard. Elles sont venues la veille du Hirak. Et tout un chacun, tout le monde, tous les Hirakistes, entre parenthèses, ont compris que c'était pour calmer le Hirak. Au lieu que ce soit productif, ça a été au contraire, ça a fait l'inverse, ça a été contre-productif. Ça, c'est la première des choses. Donc, ce n'est pas à la veille d'un événement qu'on propose une solution. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça c'est pas la première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est peut-être pas un choix, hein. Il était en Allemagne, il était malade. Oui, mais il aurait pu, par tout le staff qu'il a à sa disposition, faire autrement. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Deuxièmement... Et il avait une année. Voilà, il avait une année, depuis décembre 2020 à nos jours, il aurait pu faire autrement. Deuxièmement, c'est que les mesures en elles-mêmes, elles ne sont pas consistantes. C'est comme si on vous donnait un plat qui n'est pas copieux. Il n'y a rien dedans. Bon, libérer les détenus, on demande ça depuis plus d'un an et demi, 2 ans, je veux dire. C'est aussi vieux que le Hirak. Maintenant, quant à je rejoins mon ami Zohé qui disait qu'il y avait des femmes. Moi, j'ai fait la marche avec mon épouse. Il y a eu des femmes. Il n'y en a pas eu assez. On le comprend parce qu'il y avait l'école, tout était ouvert. Les femmes, elles travaillaient, donc elles ne sont pas pu venir. Par contre, là où je suis un peu sceptique, je ne pense pas que le Hirak durera dans le temps. Parce que comme c'est un phénomène sociétal, il faut qu'il évolue vers quelque chose, ce Hirak. On ne peut pas rester manifester comme ça. Et là, je dirais, ceux qui nous gouvernent, ils ont quand même en leur possession une occasion qu'ils devraient saisir pour passer à autre chose. Essayer de dialoguer. Je ne sais pas comment on va trouver cette forme de dialogue, mais essayer de dialoguer et passer à autre chose. Ce qu'a proposé Nqaz ? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du tout... Moi, je te donne mon avis de simple citoyen. Maintenant, il faudrait passer à autre chose. Et on ne peut pas tous les vendredis sortir. Moi, je suis pour que le Hirak continue, bien entendu, pour qu'on manifeste, pour qu'on dise que ça ne va pas, pour soulever tous les problèmes qu'on a, la jeunesse, les problèmes sociaux qu'on a, les problèmes économiques qu'on a aussi dans ce pays-là, le mal vivre dans ce pays. On vit mal dans ce pays-là. Que l'on veuille ou pas, il y a beaucoup de problèmes dans ce pays-là. Mais il faudrait qu'on passe à autre chose pour essayer de trouver un terrain d'entente
pour évoluer, parce qu'on est tous concernés. Les gens du Hirak et ceux qui nous gouvernent, tout le monde est dans le même bateau. Il faudrait qu'on soit quelque part un peu sage pour trouver une solution, une meilleure solution, pour qu'on avance vers l'avant. Maintenant, j'ai envie de dire que ce Hirak-là, il a mûri, mais il faudrait qu'il mûrisse plus. Est-ce qu'on peut passer vers autre chose? Et qu'est-ce que ce serait cette autre chose? Le Hirak s'organise, qu'il se donne des porte-paroles, qu'il propose et qu'il fasse une offre politique précise. En fait, la complexité, Hassan, de la situation, c'est que le régime, disons le système, refuse le changement. C'est qu'ils ne sont pas disposés encore à changer. Parce que dès le début du Hirak, aujourd'hui, on le voit dans la manipulation même de la terminologie. Lorsque vous parlez du Hirak Moubarak béni, authentique, ça signifie quoi? Comme quoi les Algériens sont sortis uniquement pour chasser Bouteflika. Mais après, tout ce qui est venu après comme revendication de Madani, le changement du système, les libertés et tout ça, c'est le fruit de manipulation, d'un complot, de forces étrangères et tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait le pouvoir? C'est que dès le début, il a pris ses dispositions pour empêcher justement cette société de s'organiser. Rappelez-vous qu'il y avait on a commencé par exemple les petits agora à côté du TNA, devant la Grande Poste, Nebni du côté de... Le parc de Galan, oui. Exact, le parc Galan. Donc les gens ont commencé des petits noyaux comme ça de discussion, les gens échangent. Qu'est-ce qu'il a fait le pouvoir? Non, il faut les empêcher. Il a diabolisé aussi les partis politiques, ne l'oubliez pas. Ils ont diabolisé les partis pour dire comme quoi ils sont tous pareils. Alors qu'il y a des militants, peut-être on peut critiquer les directions, les états-majors des partis, mais dans ces partis, il y a des militants, il y a des hirakistes, des gens qui sont convaincus. Donc qu'est-ce qu'il a fait le pouvoir? Il a empêché à ce que cette société s'organise, à ce qu'il y ait cette alternative. Et qu'est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? Je suis entièrement d'accord avec vous que ça ne va pas continuer éternellement comme ça. Donc il faut, même au sein du Hirak, je pense que ces questions se posent. C'est-à-dire s'organiser, dégager des gens qui peuvent négocier avec le pouvoir. Mais est-ce que le pouvoir est prêt justement à laisser à ce que la société s'organise pour désigner ses propres... Alors peut-être juste pour préciser, vous allez enchaîner bien sûr, peut-être que le pouvoir envisage de discuter, mais de discuter comme en juillet 2019, avec le panel, de discuter sur une partie d'agenda et pas de discuter de tout. Et la partie d'agenda, j'imagine que c'est un peu législatif. Venez discuter sur comment on va organiser ces élections législatives. Peut-être que ce sera ça le dialogue que va proposer le pouvoir. Et donc, la case présidence, c'est terminé. La case constitution, c'est terminé. Venez, discutons de la suite. C'est exactement ce qui s'est passé au mois de juillet 2019, la fameuse plateforme de Rahabi, donc à l'Echra, où en fin de compte, la seule chose qu'on pouvait discuter ce jour-là, enfin, quand je dis qu'on pouvait discuter, qu'on soit bien d'accord, nous en tant qu'observateurs, ce qui est ressorti, c'était une date pour la tenue des élections présidentielles. Pour la dynamique du Hirak, oui, il est de retour. Comment il va être de retour? Il y a beaucoup de gens qui étaient dans la rue. D'abord, la dynamique, elle a commencé le 16. Vous avez le 16 Kharata, vous avez une tentative à Khenchla, et puis vous avez la sortie des prisonniers qu'on peut inscrire aujourd'hui dans un calendrier de mobilisation, parce que même si les gens n'étaient pas à la prison de Qliad al-Harrach ou dans les autres villes, il faut savoir une chose, ils étaient des milliers à suivre ce qui se passait. À suivre les journalistes de Radio M et d'un certain nombre. 10 000 connexions d'un coup sur le live de mais c'était Drani était facile à vendre. Il est 10 000 d'un coup. Il est pratiquement au même niveau que Tabou et Borga qui avaient fait 14 000. La n'arrivera pas de sitôt en Algérie. Je pense pas non plus. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dynamique, elle est là. Le 22 est là. Il a été là, en tout cas. Reprise de vendredi, peut-être bien qu'il y aura des marches. Seulement, on reviendra toujours à ce que vous disiez, vous deux, en même temps. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui sont dans la rue et qui disent « Oui, alors aujourd'hui, je suis avec vous. Mais qu'est-ce que vous proposez? Quelle alternative pour la suite ?» Et puis, il y a ceux qui ne veulent plus sortir et qui sont devenus de fervents opposants au Hirak. Je ne sais pas, peut-être que vous en avez dans votre entourage, qui vous disent, qui, en fin de compte, reprochent au peuple et à certains leaders politiques d'avoir mené, en fin de compte, cette noble, en tout cas, cause et cette noble mobilisation vers un non-résultat, vers aucune solution, vers un mur. Et d'où la nécessité aujourd'hui de structurer, d'organiser. Pas forcément pour prendre part à une élection législative, pas forcément pour entrer dans l'agenda,
Mais soyons sérieux, jusqu'à quand? Et je peux vous dire que c'est pas mon avis, c'est ce que je vous ramasse de la rue et que je vous raconte aujourd'hui. On continue à dire jusqu'à quand nous allons continuer à sortir sans qu'il y ait d'alternative réelle. Maintenant, le problème, c'est que le système est assez puissant et qu'il s'entraîne depuis 1962 à contrecarrer toute forme de mobilisation. C'est-à-dire que si vous avez des agoras, elles sont éliminées. Si vous avez des personnalités qui émergent, on va tout faire pour les diaboliser, pour les fameux trucs de Tahwin. Et à ce moment-là, effectivement, on sème le doute dans la société. Ouais. Mais il est très important, et je me dis, et j'ai entendu quelques voix qui s'étaient élevées il y a quelques jours pour dire où est l'élite. Effectivement, on se pose la question aujourd'hui, où est l'élite? Le peuple a fait son job. Dans toutes les révolutions, et je finirai avec ça, si on devait imager le job du peuple sur une révolution, sur une mobilisation, qui ne dit pas encore son nom, on ne sait pas vers quoi on va aller, le peuple pousse, mais à un moment, quand on ouvre la porte du système, il faut que ceux qui ont été formés pour ça, ceux qui sont habilités à faire de la politique, puissent se faufiler à l'intérieur pour essayer de changer les choses. Je ne dis pas entrer dans les exécutifs, je ne dis pas accepter les postes de ministre. D'ailleurs, je me demande comment on va faire votre ancien collaborateur quand il reviendra. Accepter d'aller vers les urnes, peut-être? Ben non, je ne vous dis pas ça. Je vous dis je vous dis qu'il faut réfléchir à une solution de structuration, une solution politique. Je pose absolument la même question, parce que moi, je ne peux pas être une source de réponse à cela, mais j'ai posé absolument la même question à Badi, à Bouchachi, à Tabou, ce lundi. Tout ça, c'est Nida 22. Hein. Oui, mais je suis juste pour finir. Je n'ai pas de réponse. Et j'ai de l'amitié pour ces gens-là. Et j'ai de l'amitié pour d'autres. Je n'ai pas de réponse. Il faut suivre le peuple. Mais vers quoi allons-nous? Moi, je dis pas arrêtons le Hirak. Moi, je vous dis sincèrement, nous étions heureux dans la rue lundi. Tout à fait. En tant que journaliste, j'étais heureux. Pourquoi? Parce que c'est le seul lieu. Le peuple m'a permis de faire mon job que dans le Hirak. Et non pas dans un ministère et non pas dans un autre lieu. Mais derrière, je veux dire, où est l'alternative? On va vers où? Il faut se poser des questions. Et c'est pas à nous de répondre aux questions. Je veux juste pas être accusé comme quoi j'ai dit attention, c'est l'échec. C'est pas l'échec. Bien sûr. Mais j'aimerais bien qu'il y ait des personnalités, des personnes de compétences, habilités et autres qui puissent répondre à cette question. Et toute la question est là. Vers quoi va-t-on? Si tu permets, moi, dans le micro, s'il te plaît. Déjà, j'ai fini. Tu peux lui répondre sans te retourner. Hein. Comme ça, tu parleras dans le micro. Il m'en veut, je pense. Mais pas du tout. Non, le problème, c'est que lui, il a personne dans son entourage qui parle comme ceux qui en parlent dans Non. Pour moi, l'élite est un mythe. Maintenant, aller dire il faut que l'élite ou Chabada il compte pour du beurre ou de qui fait. J'ai pas dit qu'on soit bien là. Cette histoire d'élite, etc. Il faut que l'élite, il faut que ceci, moi je n'y crois pas trop. Moi, il y a des faits. Je rappelle qu'au début du Hirak, deuxième semaine du Hirak, il y a eu une campagne qui a été menée par le pouvoir en lâchant sur la scène, sur les plateaux télé, dans les enceintes des universités, tout ce qu'il avait comme personnel spécialisé en... les docteurs. Voilà, constitutionnalistes, juristes, etc. Pour dire quoi? Pour dire attention, il y a danger à aller vers une constituante. C'était pas anodin. Ouais. Toute crise politique, l'issue historique, inéluctable, inévitable, etc., c'est d'aller vers une constituante. C'est-à-dire, on va rebâtir. C'est pas en élisant un président, c'est ça. Tout le problème est là. Une constitution qui devrait donc rassembler tout ce qu'il y a comme Algériens autour de leurs préoccupations, des fondamentaux, des constantes, des trucs, etc. Avec bien sûr, parmi les constantes, c'est l'alternance démocratique, c'est le respect des libertés, c'est ceci, plein d'autres. Maintenant, cette constituante on va nous dire, non, c'est le danger, ça va durer dans le temps. Mais on a passé 50 ans ou plus à subir ce régime. Qu'est-ce que 2 années, par exemple, même si ça devait prendre 2 années. Une constituante est à même de désigner, par exemple, une sorte, un triumvirat là, qui va gérer les affaires courantes, présidence, un gouvernement qui va aussi, et en attendant. Mais le plus important, à mon avis, c'est surtout ça, parce que là, si on s'inscrit dans la démarche que nous propose le pouvoir, et le pouvoir est en train justement de déguiser les appétits C'est pour ça que le Hirak est utile. Le Hirak est surtout un moyen de pression. Il est un moyen de pression. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que le pouvoir, c'est lui-même qui empêche l'émergence de ces figures. Parce que
Bon, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, Khaled Rani est une figure du Hirak, quoi qu'on en dise, parce qu'on l'a emprisonné, on a fait de lui une figure. C'est-à-dire le Hirak, dans toutes les révolutions, en tout cas, normalement, elle doit produire sa propre élite. C'est comme ça. On l'a vu en Ukraine, on l'a vu. Khaled Rani, pour moi, le jour où il fera de la politique, c'est Khaled. Je l'ai cité comme ça, comme exemple. Mais pour vous dire que le Hirak, s'il y avait une volonté, ce pouvoir voulait à ce que les choses changent. Il va laisser la société s'organiser. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ils ne veulent pas. Ils n'ont même pas accordé le droit de réunion à Islam Benatiya, le droit qui était en train de se rapprocher et vouloir intégrer le processus. Et pire encore, la veille du 22 février, il vous ramène un prétendu, un présumé terroriste. Oui. Qui a droit de s'exprimer à la télévision, mais pas un parti politique agréé, qui a son agrément au ministère de l'Intérieur, dont le président du parti est connu de tous. Si le pouvoir... C'est parce qu'ils n'ont pas l'intention... S'ils voulaient véritablement changer les choses, moi je dis que les mesures, on a déjà vécu ça le 2 janvier 2020. On l'a vécu avec 76 libérations de 76 détenus. On a vécu les incarcérations à nouveau et il va y en avoir. Si les choses continuent comme ça, si on n'arrive pas donc à enclencher donc une dynamique, une pression véritable sur ce pouvoir et une alternative crédible. Est-ce que c'est aussi sûr que ça? Est-ce que le pire est aussi certain? Non, moi je dis que... Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que, on va dire au moment où ce que tu dis a été enclenché, c'était le 2 janvier 2020, c'est vrai que Ahmed Khaled Saleh avait disparu, mais l'empreinte de ce qu'il avait mis en place était toujours là. Ouais. Le président, Wassini Bouazza à Antar ou à l'équivalent d'Antar ou au-dessus d'Antar pour continuer à instruire des dossiers, etc. On a vu ce qu'il en était, etc. Donc la répression, la feuille de route a continué, même s'il y a eu le moment présidentiel, le geste de grâce des 76. Depuis, il y a eu mise en route de l'agenda politique qui a échoué, on peut le dire. Il a échoué. Il y a la crise sanitaire qui a... Au départ, on pensait que c'était un avantage pour le pouvoir, mais personne ne pensait que ça allait durer aussi longtemps. Et en durant aussi longtemps, en fait, c'est devenu plutôt une grosse difficulté pour le régime, parce que c'est quand même lui qui tient les cordes de la bourse, et donc c'est à lui de faire face à la crise, ce régime. La situation est devenue beaucoup plus complexe. C'est pas certain, je n'en suis pas sûr, mais c'est pas certain, Zohir, que cette fois-ci, il s'agisse bien d'une inflexion pour peut-être faire autrement. Peut-être qu'il n'y aura pas de nouvelles arrestations. Ça ne veut pas dire qu'il y aura... Je termine ma question. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une ouverture du champ médiatique, Mahrez. Ça ne veut pas dire qu'il y aura ça veut pas dire qu'il y aura les partis qui pourront, ou de nouveaux partis qui pourront être agréés, l'autorisation des marches, l'autorisation des unions. Les libertés ne vont pas venir, mais peut-être qu'on va rester dans un entre-deux. Peut-être. Pourquoi on laissera les gens parler sans les scènes. Pardon. Je continue l'idée. Enfin, pas l'idée, c'est-à-dire le constat. Tebboune a, soi-disant, ce que certains appellent les gestes d'apaisement, etc., donc en libérant un certain nombre de détenus. Mais dans les faits, la répression qu'on a vue lundi et mardi, ou le barah, le dispositif bleu, Alger bleu nuit, ça renseigne sur la nature de ce régime. C'est pas possible. Moi, j'aurais cru, à la limite, c'est de dire, voilà, il y a des lois scélérates qu'on a adoptées pendant la pandémie sur les publications Facebook, on revient dessus, ils ne sont plus... Ça, c'est Mouloud Hamrouch en septembre 89, là. On n'est plus dans cette séquence. Non, sur la liberté de la presse, on ouvre le champ médiatique. Ça, c'est des gestes qui renseignent sur une volonté d'ouverture. Qui peut faire adhérer les gens. Voilà, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire là, ils sont en train de faire du replâtrage, ils sont en train de parer à l'urgence. Dans la manœuvre, tout à fait. C'est dans la manœuvre et la manigance. Alors, il n'y en a pas un pour dire... Pour dire qu'il y a peut-être le début de quelque chose d'autre? Pas du tout. Moi, je n'y crois pas. Non, ça, on a compris. Dans ton cas, on a compris. Hein. Je demande aux gens... Non, moi, je ne fais pas d'illusions. C'est clair. C'est un régime qui ne partira que sous la pression populaire. C'est-à-dire impossible de négocier avec lui, impossible d'aller... Et là, il tend la perche des législatives. En tendant la perche des législatives, bon, il aiguise des appétits et on va voir que même au sein du Hirak, beaucoup de gens vont dire tiens, on va aller, etc.
Ça a commencé déjà. Pour moi, c'est accepter de gérer la crise de ce même système. La création des wilayas, c'est créer de nouveaux gisements électoraux. Juste, je sais pas, j'ai pas envie d'être aussi catégorique que Zohair Aberkan. Soit, cher ami. Non, je ne veux pas l'être parce que ce n'est pas notre rôle. Je veux dire, on n'est pas dans cette position de pouvoir. Non, c'est un pronostic. La dernière fois que vous m'avez. On a déjà derrière la vitre, on a déjà découpé son intervention qu'on va lui sortir dans 8 mois ou dans 10 mois. Quand il y aura un véritable changement. Voilà, j'assume. Je pense qu'il sera content de t'être trompé. J'assume. Parce que tu seras content de t'être trompé. Sauf qu'effectivement, les indicateurs ne montrent pas qu'on va vers un véritable changement. Un apaisement, non. Parce que je vous rappelle juste que parmi les libérés de cette semaine, où des milliers de gens étaient heureux, où nous avons retransmis du mieux qu'on pouvait les images et puis ces moments de retrouvailles, il y en avait plein qui avaient été arrêtés à l'époque de cette présidence. Et non pas qu'à l'époque de la transition de Gaïd Salah. Ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, être catégorique, se dire que... Vous savez, vous avez posé une question il y a quelques mois, j'étais sur votre plateau, c'était l'une des premières fois, vous m'avez dit, est-ce que l'exécutif aurait pu faire autrement ? Et j'avais eu la niaiserie, ou la nia, c'est mieux. Alors, j'ai dit, peut-être qu'effectivement, en 2 mois, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement de 2 mois ? Mais en fin de compte, une année après, on se rend compte qu'on navigue à vue sur beaucoup de dossiers. Et je me dis que sur la gestion du Hirak, il n'y a pas de réelle vision. C'est comment faire taire le Hirak. Comment faire taire le Hirak, ou comment museler les Hirak, ou comment stopper certaines personnalités du Hirak, ou comment les récupérer vers les élections. Est-ce que les élections vont être une solution ? Certains vous diront que oui, hein. Certains vous diront que oui, mais effectivement, les vraies mesures d'apaisement, elles n'ont pas été apportées. Ouvrir les espaces publics, laisser la naissance de vraies associations, et non pas d'une nouvelle société civile qui va aller dans le sens qui va aller dans l'allégeance J'aime bien Madame Louisa Ethamadouche qui, quand elle parle d'allégeance de l'époque Bouteflika, on est dans cette allégeance-là. Je regardais une émission de télévision et je finirai sur ce point. Quand vous regardez aussi la provocation de la télévision publique, j'en ai fait partie, j'en étais très fier. Aujourd'hui, quand je regarde certains programmes, et pas tous, et encore heureux, parce qu'il faut distinguer, j'ai envie de dire, mais est-ce que tout en haut, dans cette sphère-là, ils se rendent compte de ce qui est dit tout en bas, au 21 boulevard des Martyrs ? On est dans la provocation. On n'est pas du tout dans l'apaisement d'un mouvement. C'est-à-dire, quand vous regardez des milliers de gens sortir, Bessa, Khenchla, Djidjel, Abdjaya et autres, et Alger évidemment, et que vous avez à la télévision des gens qui vous disent, ils sont en train de célébrer. Et le pire, si ils étaient aussi. Non, mais si ils disaient juste ils sont en train de célébrer, vous diriez bon, peut-être selon une vision un peu sourde de la réalité. Mais le problème, c'est qu'on va aussi jusqu'à blâmer ceux qui sont contre ce qui est fait par l'exécutif. Moi, je pensais que dans la démocratie, il y avait le respect qui était un élément fondamental. Je respecte la vie de l'autre. Mais je suis d'accord qu'il soit contre moi parce que c'est ça aussi l'équilibre des genres, l'équilibre des choses, l'équilibre politique. Et en Algérie, on a une allergie aujourd'hui par rapport à une forme de critique, même si elle est minime. En principe, l'émission est terminée, mais je vais quand même pas terminer sans, puisque personne n'a apporté une franche contradiction au pronostic. Je vais te proposer d'y répondre différemment. On a laissé entendre quand même, au Café Presse Politique, on déroule l'actualité semaine après semaine, que l'élargissement du général Toufir, que le retour de Nazar allait peut-être remettre en selle un clan dans l'ANP qui va aider Saïd Chengriha et ceux qui sont venus après Ahmed Gaïd Salah, ceux qui sont venus pour ouvrir une autre feuille de route, qui serait peut-être une feuille de route qui, à un moment ou à un autre, changerait la donne, et peut-être changerait la donne, y compris sans un président qui a visiblement échoué. Abdelmajid Tebboune, on n'en fait pas le bilan, on n'a pas besoin d'en faire le bilan. Et donc la question c'est, ce que dit Zohair, c'est que ce régime, il continue, il va réprimer, il peut pas... Peut-être que ça c'est la lecture d'une situation qui a peut-être changé. Et on attribue à Rdiri, une des raisons pour lesquelles peut-être son sort est un peu spécial, c'est qu'on lui a collé l'étiquette Yikhdem ala Toufir, c'est le candidat Toufir. Ça, on lui a collé dès le début. Et il s'en est pas suffisamment démarqué, parce que je lui ai posé la question quand je l'ai reçu 2 fois à Radio M, il s'en est pas suffisamment démarqué. Et donc ma question c'est, si on change la lecture de la situation, on dit c'est une autre équipe qui est en train d'arriver, qui en fait est en train de mettre une autre feuille de route, peut-être qu'elle va aller vers autre chose, qui n'est pas ce qu'a fait
Ahmed Gad Saleh, est-ce qu'il continue de faire Tebboune. Et donc, il n'y a plus Tebboune. Dans l'agenda de l'année qui vient, dans l'année et demie qui vient, il y aura plus Tebboune. Est-ce que c'est pas ça qui va changer la lecture finalement? Alors, je pose la question à Ardiri, au défenseur de Ardiri. Non, je voudrais revenir... J'espère la lui poser bientôt à lui, d'ailleurs. Inch'Allah, je l'espère du fond du cœur. Je voudrais tout simplement rappeler une chose. La première personne qui a dit dans ce pays, ou c'est le système ou c'est moi, c'est bien Ardiri. Il a dit bien avant le Hirak, qu'on ne l'oublie pas. D'autres l'ont dit avant, mais c'est pas grave. Non, enfin, je le dis, de toute façon, il l'a dit bien avant le 22 février 2019. Donc c'est très important de le souligner. Ceci dit, maintenant, avec la libération de des personnes que vous avez citées, moi je ne considère pas que ces gens-là sont maintenant, j'allais dire, ils seront à la hauteur d'apporter quelque chose de nouveau. Me concernant, je ne pense pas. On est passé à une autre génération. Beaucoup de gens le pensent, hein. Moi, je ne le pense pas. Ça n'engage que moi. On est passé à une autre, j'allais dire, on est passé à un autre degré de conception de la politique. On est passé à une autre façon de faire de la politique. C'est plus l'ancienne génération qui est aujourd'hui qui peut faire ce qu'on attend d'elle. Pour en revenir à ce que disait Zohir tout à l'heure, moi je suis pas. Zohir est un peu rigide sur la situation. Je pense que ce qui nous gouverne. Oui, c'est pareil, c'est du pareil. Je pense que tôt ou tard, ils sont contraints, ceux qui nous gouvernent sont contraints. Ils n'auront d'autre choix que de s'ouvrir, que d'ouvrir toutes les libertés, que d'ouvrir les journaux. Et tout. On n'a pas trop le choix. La garantie de tout ça, c'est le Hirak. Tant qu'il y a le Hirak, ces gens-là, ils seront contraints. Ils n'ont aucun autre échappatoire. Pour moi, c'est clair. Bon. Peut-être le mot de la fin avec Karim, puisqu'on a largement dépassé. Non, encore une fois, je le dis, s'il y a une volonté, c'est facile. Ce n'est pas les solutions qui manquent, ils existent. Il y a eu énormément de propositions. Nous avons des gens intelligents, des gens qui peuvent exposer des solutions, mais pour peu qu'il y ait une volonté, malheureusement, pour le moment en tout cas, il n'y a aucun signe de volonté d'aller vers le changement. Voilà. Moi, c'est ma conviction en tout cas. Je le confirme, on a subi encore des pressions dans les dernières 24 heures à Radio M, je ne peux pas en parler aujourd'hui ici, qui confirme effectivement qu'il n'y a aucun signe d'ouverture, mais on voulait animer le débat et évoquer le cas de figure où ce ne serait pas le cas. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci de nous avoir accompagnés pendant ces 44 CPP où Khaled Drani était absent. Khaled Drani qui reviendra donc, comme il vous l'a annoncé lui-même, mercredi prochain, Inch'Allah, avec vous. Merci de votre soutien, merci à l'équipe technique, merci à tout le monde, merci aux invités d'aujourd'hui et à très bientôt. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité.